Et nos experts du jour, je vous les présente. Léonidas Kalogeropoulos, bonjour. Bonjour. Léonidas, PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique, délégué général de l'Open Internet Project. Vous avez un livre en cours, Non, il est publié. Non, mais en cours de vente. En cours de vente, absolument. Voilà. Le manifeste des entrepreneurs pour la République, qui est une plateforme qui met en relation les solutions d'entreprise avec les besoins d'intérêt général. Et c'est le manifeste qui y est lié. Et qui cartonne, ça marche bien, la Je plateforme. n'ai pas dit que ça cartonnait. Non, pas les ventes, mais la plateforme, absolument. Les ventes, je ne sais pas. Les ventes de livres ne sont pas on un sait élément pas encore. qui cartonne toujours, mais la plateforme, on est à près de 600 solutions pour tous les besoins d'intérêt général. Stéphane Van Nuffel, bonjour. Bonjour Emmanuel. Stéphane, cofondateur de netinvestissement.fr et directeur de Limo. Limo, c'est quoi? C'est la première marketplace de solutions immobilières à destination des professionnels du patrimoine. Vous avez vu, je vous fais le pitch. Eh bien, c'est parfait. C'est dit. Messieurs, on commence. Allez, peut-être une semaine après la discussion de la loi pouvoir d'achat, enfin le début de la discussion. On a quand même quasiment tous les articles de la loi. Alors, on peut rappeler les... Avant que le Sénat l'examine. Avant que le Sénat l'ait examiné. C'est vrai. Et après, ça reviendra à l'Assemblée. Alors, qu'est-ce que vous en retenez entre la revalorisation de tous les minima, sociaux? Ça a été à peu près consensuel. Il y a eu la mesure sur l'essence qui a été plus contestée. Il y a l'encadrement des loyers. Il y a la suppression de la redevance audiovisuelle. Je sais pas. Un sentiment général d'abord, Léonidas Kalogeropoulos. Mon sentiment général est que s'il n'y a pas un message extrêmement clair qui vienne à sortir ces mesures du fait qu'il y a un effort exceptionnel pour faire face à une situation exceptionnelle sur le pouvoir d'achat, s'il n'y a pas ce message consistant à dire que il y a un pari sur le moment ponctuel que nous vivons en termes d'inflation et que l'on essaye de faire passer ce cap, mais que à un moment donné, si les choses continuent à être tendues, l'État ne pourra pas être en permanence aux côtés des particuliers, des entreprises et de toutes les catégories sociales pour les aider. S'il n'y a pas ce message qui vient en même temps, nous sommes en train d'habituer l'ensemble de nos concitoyens à l'idée que l'État peut, tous les matins, venir apporter une compensation sur telle inflation, tel problème pétrolier, tel aléa climatique. Sur tous les sujets, l'imaginaire collectif, tous les débats sont tournés autour de qu'est-ce que l'État va apporter comme chèque sur tous les problèmes potentiels, comme si l'État avait des ressources totalement inépuisables pour venir à la rescousse de tous les problèmes de la vie dans tous les registres possibles. Il faut que ça cesse. Et dès lors, il ne s'agit pas de contester telle ou telle mesure, il y a un moment compliqué et chacun doit l'entendre. En revanche, si ce n'est pas assorti de ce message selon lequel c'est exceptionnel et ça ne pourra pas durer, eh bien, je redoute ce qui se passera à la fin de l'année, lorsque très vraisemblablement la séquence inflationniste ne sera pas terminée et on ne peut pas éternellement accompagner ainsi tous les postes budgétaires des Français. Stéphane Van Nuffel, juste sur le plan philosophique, ce que disait Léonidas Kalogeropoulos, cette idée que finalement on attend désormais de l'État qu'il assume 100% des risques auxquels on est confronté. Non, c'est pas désormais, Emmanuel, ça fait longtemps déjà que c'est le cas. Alors après, c'est moi qui voulais dire le contraire, je partage parfaitement ce que dit Léonidas. La France a cette spécificité depuis très longtemps, mais ça s'est accentué ces 30 ou 40 dernières années, en gros depuis les années 80, suivez mon regard, de faire la part des choses. Ce qui moi m'inquiète, c'est que les Français ne font pas la part des choses entre l'argent de l'État et leur propre argent. C'est-à-dire comme si l'argent de l'État était un puissant fonds, qui peut être une réalité si on veut discuter un petit peu des taux d'endettement, et on en parlera évidemment des taux directeurs, mais ils ont oublié que c'était l'État, en fait, c'est pas l'État c'est moi, l'État c'est nous, l'État c'est les Français. Donc chaque Français participe au budget de l'État et donc toute redistribution devrait normalement être contrôlée en premier. Oui, mais l'argent de l'État, Français. c'est l'argent qui vient d'ailleurs. C'est l'argent, on ne sait pas d'où ça vient, parce que finalement la culture peut-être économique française, des budgétisations très complexes de l'État, fait
qu'on a perdu, le premier, le sens de cela. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit sur les dépenses de santé, d'éducation, la sécurité, etc., on se rend pas compte. On a l'impression de subir des coûts ou de manquer d'un service qui ne correspond pas à notre coût. Mais en face, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une inquiétude, on demande à l'État de régler ça. Et c'est vrai que ce que dit Leonidas, c'est fondamental. Moi, j'ai aucun problème avec mesures exceptionnelles, un moment exceptionnel. C'est justement, même pour un libéral comme moi, le rôle de l'État d'intervenir au moment où, en tant qu'agent protecteur, il a ce rôle-là. Le problème, c'est qu'en France, les mesures ponctuelles, malheureusement, deviennent souvent la norme, et après, ça reste pendant des années. Comment vous expliquez, Léonidas, quand même, qu'on voit bien qu'il y a, au départ, initialement, dans cette loi pouvoir d'achat, et même dans la logique du gouvernement, cette idée de multiplier peut-être les mesures temporaires pour éviter, par rapport à ce que vous disiez sur la bouffée d'inflation, pour éviter les mesures qui créent des effets de seuil dont on ne peut plus sortir après. Donc on se dit, bah oui, c'est peut-être pas mal finalement toutes ces primes, sauf que le problème, c'est que Bruno Le Maire nous avait dit, on va aller vers des aides de plus en plus ciblées. Or, qu'est-ce qu'on nous annonce ce week-end? Que finalement, l'aide la moins ciblée du monde, c'est-à-dire la ristourne de 18 centimes sur les carburants, qui devait devenir finalement quelque chose qui concerne que les gros rouleurs, bah, ça va plus être 18 centimes, mais 30 centimes. Et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Alors, je vais revenir sur ce point qui est effectivement un point presque politique, mais je voudrais juste faire une petite parenthèse à nouveau sur la question de la place de l'État. Il y a une fausse pédagogie qui a été faite par les politiques sur cette intervention de l'État. Je garde le souvenir d'un débat entre François Hollande et une chef d'entreprise où il lui disait ça va être, il va y avoir des aides qui vont être apportées pour que vous puissiez embaucher des apprentis et ça ne coûtera rien, c'est l'État qui paye. Ça ne coûtera rien, c'est l'État qui paye. C'est une parole présidentielle et c'est quand même une pédagogie. Je vais pas dire perverse parce que je pense pas que c'était la perversion. Je crains malheureusement que ce soit le reflet spontané et sincère d'une culture nationale en vertu de laquelle, lorsque l'État intervient, c'est quelque part presque de l'argent de droit divin. Ça tombe du ciel. Il faut que ça cesse. Et c'est très étonnant qu'un président qui a de l'autre actuel depuis maintenant plus de 5 ans, qui a été celui qui a porté le message de l'argent magique qui va cesser d'être magique et à ce point continuer cette culture donc il y a quand même un correctif à apporter. Alors peut-être que l'apothéose de l'argent magique, c'est effectivement de dire que l'on va donner 30 centimes à tous les Français, quelle que soit leur situation, à la fois en tant que rouleur et également géographique, parce que moi aussi, en tant que libéral, je peux entendre que lorsque l'on est en zone rurale, quand on habite en zone rurale et qu'on ne peut pas faire autrement que compter sur son véhicule pour amener ses enfants à l'école et pour aller travailler, c'est pas pareil que lorsqu'on est en zone urbaine et que l'on a des transports en commun. Donc là, il y a des ajustements fins à faire. Alors derrière les ajustements fins, il y a toujours des problématiques d'effet de seuil. Ceux qui sont avant, ceux qui sont après, qui va contrôler? Est-ce que la machinerie de contrôle ne va pas finalement coûter plus cher que l'arrosage généralisé? Je pense que la seule raison pour laquelle cet arrosage, qui a quelque chose de presque indécent au regard des sommes investies, puisqu'il y a des gens qui n'en ont pas besoin, qui vont en profiter, et probablement ceux qui sont les plus gros rouleurs et ceux qui ont un CSP qui ne justifie pas qu'on leur apporte des aides. Si ce n'était pas temporaire, ça serait totalement choquant. Dans la mesure où ça va durer quelques mois, imaginez que l'on va mettre en place des systèmes de contrôle, qu'il y aura des critères, qu'il va falloir les vérifier. C'est probablement une telle usine à gaz que l'arrosage généralisé pendant 3 mois est probablement une solution acceptable. C'est 30 centimes sur 2 mois, et après ça retombe à 10 centimes, sauf que, comme le disait Stéphane, concrètement, quand on arrive au 31 décembre, que tous ces dispositifs sont censés s'arrêter. Alors, ils seront remplacés, évidemment, mais par quoi, on n'en sait rien, et on ne sait pas où en seront les prix de l'essence. Non, mais c'est compliqué, parce que là, pour le coup, c'est un choc, entre guillemets, complètement extérieur, et on ne peut pas en vouloir à une mauvaise gestion d'une majorité précédente, et donc il faut essuyer les plâtres, etc., etc. Là, pour le coup, on se retrouve dans une situation, alors entre, évidemment, les confinements, la crise du Covid, et maintenant
cette crise de matières premières, cette surinflation, etc. Il y a un moment donné, l'État doit aussi prendre ses responsabilités. Et c'est difficile pour eux de leur dire, mais non, je ne vais pas vous aider, ou alors ça suffit, il faut que ça cesse. Ce qu'il faut cesser, c'est la gabegie globale. Alors on pourrait lister pendant 2 heures d'autres choses qui sont là depuis bien plus longtemps et qui sont bien plus graves. Maintenant, pour répondre à votre question, Emmanuel, ou en tout cas pour apporter moi, je suis toujours très partagé avec ce sujet. Ça va peut-être faire réagir encore sur Twitter, mais je suis d'accord pour les gros rouleurs, je suis d'accord pour les ruraux, je suis d'accord pour les utilisateurs de voitures qui utilisent plus que les autres, et donc peut-être que c'est eux qui devraient être ciblés. Je suis d'accord sur le fait que peut-être les CSP+, une fois de plus, ne devraient peut-être pas être aidés. Mais alors dans ces cas-là, on n'est pas en France, parce que le problème, c'est ça qui est difficile à gérer en France. C'est que vous voulez faire des mesures politiques, politico-politiciennes, en visant peut-être votre électorat, par exemple. On pourrait, après, derrière, pointer du doigt. Là, aujourd'hui, si vous êtes face à une inflation qui touche tous les Français, si vous faites une mesure de protection contre l'inflation pour tous les Français, vous devez le faire pour tous les Français. Ça n'a rien à voir avec votre justice fiscale, l'impôt sur le revenu qui est progressif. On a tous accepté ça. Mais il y a un moment donné que je roule 2 km par jour ou que j'en roule 200, si vous faites une mesure, parce que l'essence est trop cher, normalement tout le monde doit en profiter. Évidemment, celui qui en fait 200 va en profiter plus, puisqu'il aura plus de ristournes sur les 200 km qu'il fera par jour. Le problème, c'est le budget. Emmanuel, je vous vois bouger la tête. Et en fait, on est en plein dedans. Je veux dire, quand on est l'État français, on a d'un côté la politique à faire, et on a ce que moi j'appelle, et je pense que Leonidas est d'accord avec moi, on ne fait pas assez de budgétisation. Et donc c'est là-dedans qu'on part. C'est-à-dire qu'on part dans des grands raisonnements, et ce que je suis en train de dire est presque philosophique. C'est plus de la justice que de la justesse économique. Et on en revient toujours à ce qui fait le risque en France depuis 30 ou 40 ans, CSG, etc., etc. À chaque fois, il y a une bonne idée de justice, mais il n'y a pas de justesse économique derrière, et on se retrouve après derrière avec des budgets qui sont dans le trou. Alors à ce moment-là, Leonidas Kalogéropoulos, est-ce que la bonne idée, parce que compte tenu du fait que l'inflation est généralisée, c'est-à-dire sur tous les postes de dépenses, et pas que chez nous, et pas que chez nous, est-ce que la bonne solution pour contourner cette complexité des cas particuliers, etc., c'était pas la proposition faite par le cercle des économistes, par exemple, lors des rencontres avec Aix-en-Provence, qui était de dire, faisons une enveloppe globale, un chèque qui n'aura pas de destination spécifique pour aider les familles les plus en difficulté. Libre à elles de l'utiliser pour acheter de l'essence, pour mieux se nourrir ou pour mieux se loger. Alors potentiellement, c'est une idée à laquelle j'adhérerais. Malheureusement, je crains qu'il y ait aussi de la part des pouvoirs publics, et probablement ça doit être documenté et fondé, l'idée que si l'État ne va pas aider les consommateurs à bien utiliser l'argent qu'on leur donne, ils risquent de l'utiliser en chèque écran plat ou un certain nombre de transactions. Voilà. Oui, donc, mais là Stéphane, il va vous répondre. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais le fait est que je ne suis pas totalement certain que ça vienne compenser ou comment dirais-je, neutraliser l'effet d'argent magique. La première chose que j'ai entendue lorsqu'on a commencé à parler de ces chèques inflation, c'était un chèque de 100 €. Le premier jour, on a interrogé les consommateurs sur ce sujet. Et oui, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec 100 €? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans ces démarches-là, de toute façon, ce n'est objectivement jamais assez. Ça ne calme absolument pas la revendication. Et surtout, ça entretient la revendication qui est de dire, mais quel est le prochain pas que l'État va faire? Et on est en permanence dans ce débat entre la société civile et l'État, où on se dit, puisque l'État a commencé à donner des solutions, ça veut dire que la solution viendra de l'État. Et donc, où est la prochaine étape et pourquoi n'en fit-il pas plus, puisque de toute façon, il a été capable de distribuer tellement d'argent durant le Covid. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que sur un certain nombre d'autres sujets que nous allons aborder, il me semble indispensable que petit à petit, notre société, collectivement, finisse par se demander, avant de réclamer des solutions à l'État, que peuvent faire les entreprises, que peut faire la société elle-même pour apporter des solutions. Sur les économies d'énergie, je regrette que l'on regarde, on y viendra, mais je regrette que l'on regarde des entreprises uniquement comme étant des, comment dirais-je, des agents dépensiers de l'énergie et pas des acteurs qui sont capables d'apporter des solutions alors qu'ils sont pleins d'énormément de solutions. Je voudrais également, sur ce sujet-là, moi tirer un coup de chapeau à CGM, CMA et puis à Total qui ont accepté de baisser les prix du carburant. Alors tous les commentateurs ont assorti cette décision
décision en disant il y avait un pistolet fiscal sur la tempe de ces groupes et s'ils ne le faisaient pas, c'était une taxe. Ils ont pris une décision. C'est pas simple en tant qu'entreprise de prendre une décision consistant à dire je vais baisser mes prix, je vais renoncer à des recettes parce que une entreprise, elle sait très bien qu'un jour elle a un effet d'aubaine, le lendemain ça sera le contraire et donc elle engrange au maximum. Ces décisions, elles ont été prises. Il faut rendre honneur et hommage à ce que ces entreprises ont fait. Que Total ait pris une décision de baisser le prix à la pompe, il ne faut pas dire que l'État a fait pression et donc Total a cédé. Non, Total a pris une décision. C'est une entreprise française responsable. Les deux sont vrais. Mais les deux sont vrais. D'accord, les deux sont vrais. Mais c'est une décision d'entreprise et les entreprises prennent aussi énormément de décisions pour leur propre équilibre et pour également attirer leurs consommateurs. Lorsqu'elles prennent ces décisions, je pense qu'il faut, c'est le moindre des choses, saluer les efforts qu'elles font. Non, puis typiquement, pardon, mais Stéphane, typiquement, on est dans une... Allons-y sur l'énergie, là, sur la taxe énergie typiquement, ou pas. on est sur une réaction. Alors évidemment, c'est le grand méchant Total, donc ça tombe mal quand on tombe sur ce genre d'acteur, parce que tout de suite, il y a un peu de sulfureux dans même les médias, quand ils le traitent, on sent que c'est sulfureux, oui, parce que c'est Total. Tout de suite, on imagine qu'il y a une négociation le soir, oui, entre deux portes. Non, bon. Là, le réflexe, moi, je vois juste quelque chose de très positif, c'est qu'il y avait cette taxe sur les hauts bénéfices, et donc on s'est dit, voilà, Total s'est dit tout de suite, je vais négocier avec l'État en disant, moi je vais faire cet effort-là pour éviter justement, peut-être en tout cas négocier, de ne pas tomber dans le piège de mettre en place cette taxe qui deviendrait donc éternelle et pérenne et qui peut-être pourrait être lourde à porter pour des grands groupes comme ça à l'avenir. Donc voilà typiquement le réflexe, et je vois où on veut en venir Léonidas, de donner peut-être la main, que ce soit aux Français ou que ce soit aux entreprises, d'être un petit peu créatif justement dans des moments comme ça et ne pas comme toujours donner les clés à l'État qui tranche un truc complètement national et pas du tout bien ciblé et qui va donc rester quelque chose qu'on va traîner pendant des années. Oui, d'ailleurs... Non mais en termes d'image, c'est plutôt bien vu parce que c'est Total qui fait un geste et c'est pas Total qui se fait taper sur les doigts avec une taxe supplémentaire. Sur le plan économique, c'est plutôt bien vu parce que au moins il n'y a pas plus simple pour que ça profite directement aux consommateurs que de passer par une taxe. Après, quand on parlait de l'efficacité du dispositif, je vais pas faire le ronchon, mais grosso modo 20 centimes de moins dans les stations Total, ça profite à qui? Ça profite surtout aux gens qui vont rouler sur l'autoroute, parce que croyez-moi que les 20 centimes, ils sont déjà des 20 centimes d'écart quand vous allez dans les grands distributeurs. Donc ça changera pas la vie du citoyen qui fait son plein. En gros, ça va profiter aux grosses bagnoles qui prennent l'autoroute, à tous les touristes étrangers qui vont venir sur nos autoroutes cet été. Ça fera peut-être baisser les prix sur l'autoroute. Mais grosso modo, ça va encore favoriser, ça va encore profiter. Ça va avoir aussi un effet déflationniste. Alors, ça peut avoir un effet déflationniste sur les stations d'autoroute. Ça a un effet déflationniste global. Et sincèrement, que l'on demande dans une période... Vous savez, on est en économie de guerre aujourd'hui, il faut quand même le dire. On n'a pas de bombes dans notre pays, et Dieu merci. Il y a pas très loin de la France des gens qui reçoivent des bombes et qui se battent. Nous, on a les effets d'une économie de guerre et il faut préparer les Français au fait que ça peut durer et que ça peut même devenir de plus en plus grave. On est le pays, Léonidas, on est le pays en Europe qui fait le moins cette pédagogie quasiment. Quand on regarde en Allemagne comment on prépare les gens à l'hiver difficile qui s'annonce, là on nous dit finalement on va s'en sortir. On est toujours dans la logique que vous décriviez, c'est-à-dire qu'on trouvera toujours la solution pour ne pas faire trop d'efforts. Il faut que l'on fasse des efforts et j'ai une image qui est pour moi très importante, c'est les taxis de la Marne. Quand à un moment donné la patrie est en danger, on demande aux entreprises de prendre leur part et de faire ce qu'elles peuvent faire. Et bien là, Total a fait, et c'est ça, CGM également, c'est très important. Ce sont des décisions qui peuvent se généraliser et que collectivement, que l'on puisse demander à toutes les entreprises, voilà, durant les mois qui viennent, ça va être dur, quels sont les efforts que vous pouvez faire. Je pense que c'est très vertueux. Il ne s'agit pas, là encore, d'avoir une négociation sous pression, mais beaucoup d'entreprises peuvent faire des efforts et le réflexe de Agnès Pannier-Runacher, qui est une ministre très de grande qualité, de brandir la menace d'une amende pour la climatisation dans les magasins ouverts. Déjà qu'on leur demande de fermer la porte et de leur faire prendre conscience de l'importance, je pense que c'est déjà important. Si c'est pas suivi, après qu'on mette une taxe ou une amende, pourquoi pas. Mais je pense que c'est important de cesser d'avoir cette espèce de lien quasi
féodale entre l'État et les citoyens où on serait des sujets qui obéissent. Stéphane Van Nuffel, allons-y sur cette affaire d'amende pour les magasins. Avant l'émission, j'en riais avec Emmanuel, ce que je disais, on était tous les deux d'accord, mais Léonidas vient de le dire. Ça sent tellement de bon sens. À un moment donné, si vous avez la clim à fond, les portes devraient être fermées. Donc on en est arrivé à devoir mettre des amendes aux gens comme si on était tous des... Mais les commerçants, ils vous disent, attendez, un client, il rentre plus volontiers dans un magasin dont la porte est ouverte que dans un magasin dont la porte est fermée. Oui, alors je peux oui, si vous voulez, allez faire un tour en Corée du Sud, puis vous verrez, il n'y a plus personne dans les magasins. Vous rentrez, vous laissez votre carte bleue, la sécurité, il n'y a pas de vol. Enfin, on peut en discuter tant qu'on veut, mais vous savez comment c'est. De toute façon, Emmanuel, les Français sont des Français, on les aime pour ça. Il y aura toujours une raison de râler. Maintenant, si vous permettez, juste sur cet impact sur le pouvoir d'achat et ce qui a été voté vendredi. Il y a deux choses qui sont assez intéressantes pour résumer ce qu'on est en train de se dire, parce que moi ça me tenait à cœur d'en parler. Il y a d'abord la baisse des cotisations ou l'abandon des cotisations pour les plus petits revenus des travailleurs indépendants. Ouais. Ça, c'est important. Parce que finalement, on parle d'entreprise, on parle de la capacité des entreprises à être créatives, à faire des efforts, mais il faut qu'elles aient les moyens. Ce qu'expliquait Léonidas tout à l'heure, de dire une entreprise peut avoir des hauts et des bas dans un cycle économique, mais en même temps, quand on parle de Total, elle est puissante, et même si le jour où elle a utilisé sa trésorerie pour faire un geste, elle se retrouve dans une difficulté 5 ans plus tard, elle pourra toujours renégocier sa dette parce qu'elle est Total. Moi, je pense toujours à l'indépendant. L'indépendant, c'est celui qui en a pris plein les dents pendant le Covid, le plus. Le plus. Et il y en a quand même 2,2 millions, je crois, ou 2,3 millions en France. C'est des travailleurs, sont des mini-chefs d'entreprise, sont des mini-entrepreneurs, et je sais que ça nous tient à cœur tous les deux terriblement. Et ce sont des gens, moi je l'ai été, alors maintenant je dirige des entreprises un peu plus grandes, mais au départ je suis parti tout doucement, petit à petit, et ces gens-là, très clairement, là en ce moment, ils subissent fort, à la fois dans le professionnel et dans le personnel, puisque leur vie personnelle, leur consommation personnelle est extrêmement liée avec le professionnel, puisqu'ils sont indépendants, tout est lié. C'est la même bagnole, c'est les mêmes locaux, etc., etc. Donc déjà, moi, je salue on va voir où ça va. Mais je salue ce c'est vrai que c'est une des mesures les plus importantes. C'est peut-être pas encore suffisant. De la loi pouvoir d'achat. Voilà, ça représente plusieurs centaines d'euros pour un équivalent SMIC. Donc c'est déjà pas mal, parce que ce sont des chefs d'entreprise qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui travaillent et qui sont, pour moi, en tout cas, toujours l'énergie forte d'un pays, parce que l'entrepreneuriat, je me tourne vers mon l'esprit d'entreprendre, absolument. L'esprit d'entreprendre, évidemment, c'est première richesse de la nation. C'est ce qui maintient la santé d'une nation à long terme. L'autre élément, ce sera. C'est encore l'immobilier, parce que moi, ça me rend dingue. L'autre élément, l'immobilier est loué. On va en parler tranquillement, mais pour ça, du coup, on va laisser passer la petite pause. On se retrouve dans quelques instants avec nos deux experts du jour, Léonidas Kalogeropoulos, Stéphane Van Nuffel, et nous avons bien d'autres thèmes à aborder encore. À tout de suite.